Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on parle de Colossus, le plus grand calculateur d'IA, de Google DeepMind qui va révolutionner la médecine et d'un futur abonnement à ChatGPT qui pourrait aller jusqu'à $2000. Mais avant de commencer notre petite section d'actualité, comme d'habitude, je suis ravi de vous retrouver cette semaine. On retrouve un petit peu les formats d'épisodes classiques et puis je vais commencer à un petit peu aller chercher de nouveaux invités pour cette nouvelle saison, on pourrait dire, de Tsunami IA. Donc le podcast a bientôt 1 an, donc d'ailleurs je sais pas si je ferai un petit truc spécial pour les 1 an du podcast, mais comme d'habitude, je compte sur vos soutiens. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui va vraiment donner de la visibilité au podcast. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez des personnes qui sont intéressées par l'intelligence artificielle. Mais sans plus tarder, commençons par donc notre section news avec une première nouvelle qui concerne une start-up mexicaine qui s'appelle Someone Somewhere et qui collabore avec des artistes ruraux pour intégrer des techniques artisanales dans des produits de grandes marques. En 2023, l'entreprise utilise l'IA, notamment le modèle Stable Diffusion, pour créer des concepts d'articles incorporant l'artisanat traditionnel. Donc Stable Diffusion, c'est un des modèles de génération d'images qui est open source. Donc aujourd'hui, il est toujours très qualitatif, mais il est un petit peu en train de se faire dépasser par un modèle dont on a parlé il y a 1 semaine et il y a 2 semaines, il me semble, qui s'appelle Flux, qui est un nouveau modèle open source qui est très très performant. Et donc en tout cas, en 2023, ce qu'il y avait de mieux en open source, c'était plutôt Stable Diffusion. Et donc avec Stable Diffusion, ils ont généré tout simplement des maillots de football avec un objectif où ils reprenaient des motifs un petit peu artisanaux traditionnels du Mexique. Et donc en postant ça sur LinkedIn, tout simplement ils ont été repérés par Adidas. Et au final, ils ont fini par faire un partenariat avec Adidas, ce qui du coup leur a permis de créer le maillot officiel de l'équipe du Mexique pour la Copa América. Et c'est un projet qui a permis du coup à 3000 artisans de travailler sur ces nouveaux maillots du coup qui ont été générés à la base par une IA. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs la startup, grâce à ça, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 36. Donc voilà, une très grosse augmentation de son chiffre d'affaires après beaucoup de pubs qu'elle a pu faire sur LinkedIn. Et je trouve ça intéressant parce que c'est pas la première fois que j'entends parler d'artistes ou en tout cas de projets artistiques où à la base la personne prend quelque chose qui a été généré par une intelligence artificielle et elle le refait dans le monde réel. Donc il y a des personnes qui se sont amusées à faire des sculptures comme ça, des personnes qui se sont amusées à faire des tableaux comme ça, etc. Et c'est vrai que on peut se servir de l'intelligence artificielle un petit peu comme d'un brainstorming, on va dire, pour avoir des nouvelles idées, créer des nouvelles choses. Et là, je pense que ça peut être aussi une façon assez intéressante de créer de nouveaux objets artistiques, en tout cas, où on peut avoir l'IA qui va générer différentes idées, et puis après, à partir de là, recréer quelque chose de vrai, voire même reprendre le modèle que l'IA a pu générer, même si je pense que là, ils n'ont pas fait un copier-coller exact, ils ont dû quand même reprendre des choses un peu à leur style. Mais voilà, en tout cas, ça montre que l'intelligence artificielle, ça permet aussi de faire des nouvelles choses, et que c'est pas uniquement un risque de perte des emplois, on va dire, et que ça peut permettre de créer de nouveaux types d'emplois, et surtout quand on s'approche de choses type l'artisanat ou autre, c'est là je pense où l'intelligence artificielle arrivera très tardivement, en tout cas on n'est pas prêt de remplacer ce genre de métier. Ensuite, on a une nouvelle qui concerne Canva. Donc la plateforme de design populaire fait face à une réaction négative après avoir augmenté ses tarifs. Donc certains abonnés de Canva Steam ont vu leur prix annuel passer de $120 à $500, soit une hausse de 300%. Donc l'entreprise Canva, elle offre une réduction de 40% la première année, mais forcément, ça reste une hausse qui va se répercuter les années suivantes, et forcément, les utilisateurs ne sont pas hyper contents de cette augmentation. Et Canvas, en fait, il justifie ces augmentations par l'ajout des nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, et c'est vrai qu'ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle, notamment pour générer des présentations automatiquement, ou en tout cas des templates automatiquement à partir de quelques mots et de prompts. Alors personnellement, j'ai jamais trop eu l'occasion de tester Canvas sur ces domaines-là, mais peut-être que j'y jeterai un petit coup d'œil pour voir un petit peu toutes les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont pu ajouter, et si du coup cette augmentation de prix est justifiée ou pas, sachant que c'est uniquement la version Canvas Team qui a eu cette augmentation de prix. La version Pro et Entreprise, elle, n'a pas bougé, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui va augmenter aussi
aussi en termes de prix prochainement. Ce qu'il faut se dire, c'est que derrière, il y a quand même du temps de calcul pour une société comme Canva, surtout s'ils font de la génération d'images. C'est quelque chose qui peut être quand même un peu plus conséquent en termes de temps de calcul que un simple large language model. Et donc forcément ça augmente leur coût de serveur, et bah derrière il faut qu'ils retrouvent une rentabilité, donc ils augmentent leur prix, ce qui ne m'étonne pas plus que ça. Ensuite on a une nouvelle qui concerne YouTube cette fois-ci, qui a annoncé de nouveaux outils basés sur l'IA pour protéger les créateurs, dont les musiciens, acteurs et athlètes, contre l'utilisation non autorisée de leur voix ou images. Donc l'extension du système Content ID permettra d'identifier les contenus générés par IA, notamment ceux imitant les voix chantées. Donc Content ID, c'est l'algorithme, on pourrait dire, de YouTube, qui permet de détecter tout le contenu qui est sous copyright. Et c'est ce qui fait que, par exemple, si vous utilisez une musique qui est sous copyright sur YouTube, vous ne pourrez pas la monétiser, et tous les revenus de la vidéo que la vidéo générera reviendront à la personne qui détient les copyrights, les droits de cette musique, et voire même des fois votre vidéo peut tout simplement ne pas être monétisable du tout. Et voilà, c'est ce qui fait qu'il y a toute une gestion des droits d'auteur sur YouTube. Et donc là, il voudrait l'améliorer pour détecter notamment des personnes qui copieraient des voix. Donc on en a vu pas mal, des deepfakes qui utilisent des voix d'artistes connus pour chanter des nouvelles chansons. Et donc là, typiquement, ce serait le genre de choses qui seraient détectées par YouTube et du coup qui passeraient sous le Content ID. Donc je sais pas exactement comment ils fonctionneront derrière pour reverser l'argent aux ayants droit, mais voilà, en tout cas, on voit que YouTube essaie de protéger un maximum les ayants droit et les créateurs de contenu des intelligences artificielles, puisque c'est quand même un peu leur cœur de métier, c'est d'avoir du contenu qualitatif. Et donc forcément, si les utilisateurs partent parce qu'ils sentent qu'ils sont pas suffisamment protégés sur YouTube, c'est un problème pour YouTube. Et donc ils font attention à ce domaine-là. Donc YouTube travaille également sur des solutions pour donner à des créateurs plus de contrôle sur l'utilisation de leur contenu pour l'entraînement de modèles d'IA. YouTube explore par ailleurs une compensation pour les artistes dont les œuvres sont utilisées pour créer de la musique générée par IA. Et donc ça, c'est aussi intéressant, puisque il faut pas oublier que YouTube derrière c'est Google, et que Google ils ont leur propre modèle d'intelligence artificielle, Gemini. Ils ont aussi leur modèle en génération de vidéos. Même s'il n'est pas encore disponible, c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler. Ils ont déjà partagé certaines démonstrations de ce modèle-là, et leur modèle de génération d'images. Et donc forcément, YouTube, c'est un petit peu un trésor, on va dire, de données, puisqu'il y a énormément de contenu disponible sur YouTube. Et ça peut vraiment être une très bonne chose pour entraîner leur modèle. Et il y a déjà eu d'ailleurs pas mal de sujets là-dessus, d'autres entreprises qui se seraient entraînées sur des données provenant de YouTube. Et donc je pense que Google ne s'est pas gêné entre guillemets, puisque les données sont sur leur plateforme, et je pense qu'ils ont utilisé du contenu de YouTube pour entraîner leurs intelligences artificielles, et qui prévoient probablement de le faire encore plus, mais peut-être qu'ils vont créer en même temps, en parallèle, un système de rémunération. Sachant que voilà, il y a plein de façons d'utiliser les vidéos YouTube. On peut transférer les vidéos en texte, les convertir avec en des outils de synthétisation vocale, où on va pouvoir à partir de la vidéo YouTube récupérer entièrement le contenu écrit qui était dans la vidéo. Et donc ça peut être utilisé derrière pour entraîner un large language model, mais on peut aussi tout simplement utiliser la vidéo en elle-même pour entraîner des modèles de génération de vidéos ou autres. En plus de ça, avec entre les commentaires, entre l'audio, etc., on peut avoir une idée de ce qui se passe sur la vidéo, ce qui peut nous aider aussi à automatiquement taguer chaque thème de chaque vidéo, et ce qui peut vraiment aussi faciliter le travail de tri qu'il faut faire avec les données pour avoir des données assez qualitatives. Et ensuite, on va passer à une nouvelle, cette fois-ci, qui concerne la startup You.com. Donc You.com, c'est un petit peu c'est les concurrents de Perplexity.ai aussi, donc c'est un moteur de recherche spécialisé sur l'intelligence artificielle. Et donc You.com, ils ont levé 50 millions de dollars pour se concentrer sur les requêtes complexes où Google échoue souvent. Plutôt que de concurrencer Google sur des questions simples, You.com vise à aider les utilisateurs à effectuer des recherches plus élaborées, comme synthétiser la littérature scientifique sur un sujet ou résoudre des problèmes financiers complexes. Grâce à des modèles d'IA capables de rechercher des informations en temps réel et d'offrir des citations contextualisées, You.com espère se démarquer. La société compte déjà 5 fois plus d'abonnés qu'au début de l'année et attire des entreprises qui utilisent son service pour gérer des requêtes sophistiquées. Et c'est vrai que je pense que You.com et Perplexity, ils risquent de grignoter petit à petit Google. Google, je pense qu'ils sont très au courant de ce problème pour eux.
et ils savent qu'ils vont devoir modifier en tout cas le système des moteurs de recherche. Et je pense que, comme j'en avais parlé dans un épisode il y a déjà pas mal de semaines, les moteurs de recherche sont voués à disparaître, puisque tout simplement maintenant, avec les intelligences artificielles et le fait qu'on puisse s'exprimer de façon naturelle, on va avoir plus d'intérêt à utiliser des intelligences artificielles pour cette interface, et plutôt que d'utiliser des mots-clés et à chaque fois devoir rechercher dans les résultats, trouver le meilleur résultat possible, ce qui est parfois souvent bancal, c'est ce qui fait d'ailleurs que y a un phénomène qui est apparu, qui a été constaté, et qui fait que la société Reddit est très valorisée, c'est que les utilisateurs maintenant, quand ils font des recherches sur Google, ils ont vraiment envie d'avoir un résultat où c'est quelqu'un qui répond simplement à leurs questions, et avec une expérience d'un humain entre guillemets derrière. Et c'est pour ça que Reddit du coup est souvent mis en avant, parce que Reddit, c'est un peu un système de forum où les gens posent des questions et où ils ont des réponses, et c'est des questions qui sont formulées comme des humains et des réponses qui sont formulées par des humains, donc un petit peu ce qu'on pourrait retrouver avec un large language model, et c'est quelque chose qui est énormément utilisé, en tout cas sur Google aujourd'hui. Il y a énormément de résultats qui proviennent du site Reddit. Reddit est un site qui du coup dont le nombre de visiteurs ne fait qu'augmenter, le nombre d'utilisateurs aussi inscrits aussi, et ça va un petit peu dans ce sens-là. Donc je pense que c'est un vrai sujet, les moteurs de recherche par IA, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. On a OpenAI avec ChatGPT Search qui est aussi toujours en cours de déploiement et de test, mais que les utilisateurs commencent à pouvoir utiliser petit à petit, qui est aussi en train d'arriver. Et je pense que chaque grosse société d'intelligence artificielle va se lancer dans ce domaine-là, puisque ça va être un petit peu qui sera le prochain Google. Même si aujourd'hui Google reste encore très utilisé, je pense que petit à petit, il risque de disparaître, de se faire remplacer par ce genre de modèles qui nous font des résultats de recherche qui sont souvent bien plus pertinents, qui arrivent à compiler, synthétiser pas mal d'informations, et qui arrivent à répondre plus précisément qu'une simple recherche avec des mots-clés. Ensuite, pour la prochaine news, on va aller du côté de xAI, donc la startup d'Elon Musk, qui a lancé le projet Colossus. Et donc qu'est-ce que c'est que ce projet Colossus ? C'est un système d'entraînement d'IA qui est aujourd'hui le plus puissant au monde. Il utilise 100 000 GPU Nvidia H100, et donc ce cluster surpassant la capacité de Google, qui eux n'utilisent que 90 000 GPU de chez Nvidia, et OpenAI, qui eux en utilisent que 80 000, devrait doubler de taille d'ici quelques mois, avec l'ajout de 50 000 puces H200, donc qui sont encore plus puissantes que les puces H100. Alors je sais pas de combien de fois exactement, mais je pense qu'elles sont au moins 2 fois plus puissantes, ce qui veut dire qu'avec ces 50 000 puces H200 plus les 100 000 puces H100 qu'il y a déjà, on se retrouvait avec un cluster qui sera vraiment très 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 puissant. Et donc il a été forcément développé en partenariat avec Nvidia, qui sont le fournisseur principal de tous ces GPU, et on sait qu'en plus c'est souvent très compliqué d'avoir du stock de GPU chez Nvidia, et ça promet forcément des gains en performance et en efficacité énergétique, alors que l'industrie discute des impacts de cette concentration de puissance. xAI a désormais une longueur d'avance dans la course à l'intelligence artificielle. Et je suis curieux de voir un petit peu comment tout ça va évoluer, puisque c'est vrai que là, pour le coup, je suis vraiment impressionné de la capacité de ce cluster d'intelligence artificielle, sachant que l'entreprise xAI, pour l'instant, elle en est entre guillemets qu'à ses débuts ou pas, quoi, en tout cas en termes de nombre d'utilisateurs, etc. Alors forcément, il y a le fait d'utiliser la plateforme X, donc de l'ancien Twitter, qui permet de mettre à disposition à pas mal d'utilisateurs l'intelligence artificielle, mais ça reste c'est pas l'usage principal quand les gens vont sur X, c'est pas leur objectif, c'est pas d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc je sais pas comment cette transition se fera, mais je suis vraiment impressionné du fait qu'ils aient réussi à récupérer autant de GPU de chez Nvidia, surtout que c'est souvent très difficile de récupérer ce genre de puces, et là la quantité de puces est assez impressionnante. Ensuite, on a une news qui concerne OpenAI, qui pourrait facturer jusqu'à 2000 $ pour l'accès à ses futurs modèles d'IA avancés, comme le modèle dont on entend parler depuis un petit moment avec pas mal de rumeurs, qui s'appellerait Strawberry, et le successeur de GPT-4o qui serait nommé Orion. Et donc du coup, actuellement l'abonnement de ChatGPT il coûte environ 20 $ par mois pour utiliser GPT-4o. Et ces nouveaux modèles visent à résoudre des problèmes complexes grâce à un raisonnement en plusieurs étapes, une capacité que les modèles actuels peinent à maîtriser. Donc c'est un petit peu le système d'agents, plutôt que de système qu'on a aujourd'hui de simple large language model, et donc d'avoir un modèle qui est capable de découper une tâche complexe en plusieurs petites étapes pour pouvoir vraiment la réaliser de bout en bout. Et donc le modèle Strawberry, qui serait du coup un de ces modèles un peu avec des capacités améliorées, est prévu pour cet automne, donc on verra un petit peu ce qui se passera quand il sortira.
Et il est également utilisé pour générer des données d'entraînement pour Orion, réduisant ainsi les hallucinations. Et ça, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner, parce qu'on avait vu que on avait parlé d'un article de recherche qui expliquait que on avait un problème avec aujourd'hui du contenu qui se retrouve sur Internet qui est généré par des IA, notamment des sites Internet qui sont générés avec des créations d'articles, etc., de façon automatisée avec des IA qui génèrent un maximum de contenu, mais c'est un contenu qui est de mauvaise qualité et qui du coup se retrouve après à se retrouver dans les bases de données d'entraînement des nouveaux modèles. Et qu'en faisant en fait cette boucle où on se retrouve avec une IA qui s'entraîne sur des données générées par une autre IA, on se retrouve à perdre vraiment en qualité et à avoir des modèles qui sont de moins en moins performants. Et donc là, a priori, OpenAI, pour son entraînement du modèle Orion, ils ont utilisé le modèle Strawberry. Donc on verra si c'est quelque chose qui aura porté ses fruits ou pas. Peut-être aussi que le modèle Strawberry est suffisamment qualitatif pour créer du contenu qui peut être réutilisé par la suite. On verra, mais c'est vrai que là c'est l'un des sujets aussi qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait il n'y a plus vraiment suffisamment de données d'entraînement pour les nouveaux modèles d'IA, et donc du coup il faut trouver des nouvelles méthodes et avoir ces techniques du coup pour pouvoir arriver en fait au stade suivant et entraîner des modèles encore meilleurs. Mais si on imagine qu'on a du coup ce nouveau modèle qui viendrait d'OpenAI à 2000$ par mois qui arrive, moi j'ai une question pour vous et je serais curieux d'avoir votre réponse en commentaire, c'est est-ce que vous seriez prêt à mettre ce prix-là dans un abonnement pour un modèle d'intelligence artificielle? Donc moi personnellement la réponse ce serait plus est-ce que je peux récupérer, ou en tout cas est-ce que la valeur que je récupérerai de ce modèle sera d'au moins 2000$? Si c'est le cas, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il faudrait se dire que en même temps 2000$ ça pourrait être le prix d'un salarié entre guillemets. Enfin, en tout cas, probablement d'un salarié. Je connais pas je pense qu'il n'y a pas de minimaux sur les salariés aux États-Unis, mais voilà, 2000$, c'est vraiment un salaire, je pense, très basique et standard pour les États-Unis. Et donc, si on imagine, un abonnement à GPT-4o qui vaudrait le prix d'un SMIC ou même un peu plus, est-ce que vous seriez prêt à payer ce prix-là? Si, en même temps, l'intelligence artificielle vous permet de ne pas avoir cet employé et de faire même plus de choses que ce qu'un employé pourrait faire dans votre entreprise, peut-être qu'effectivement ça pourrait être intéressant ou pas, mais si on arrive à un modèle qui serait suffisamment puissant, en tout cas qui aurait ce genre de qualité, est-ce qu'on commencerait pas à arriver dans une ère où justement l'intelligence artificielle risque de supprimer plus d'emplois? Bon, on verra, mais en tout cas pour l'instant ce ne sont que mes rumeurs. Je pense que ce genre d'abonnement ça risque d'être plutôt centré au départ sur les grosses entreprises, et je pense pas que ce sera prévu pour les utilisateurs un peu standards, et ce sera plutôt pour les utilisateurs qui ont une très grosse consommation de l'intelligence artificielle et des modèles. Mais bref, on verra un petit peu, on en saura un peu plus en octobre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que j'enregistre ce podcast dimanche, et demain on a les annonces de Apple. Donc voilà, je l'ai pas mis dans les news, on en parlera la semaine prochaine, donc forcément avec un bon petit décalage d'une semaine. Mais je pense qu'ils vont parler beaucoup d'intelligence artificielle, ils vont aussi annoncer le nouvel iPhone, donc l'iPhone 16, et ils risquent de faire pas mal de donner pas mal d'infos en tout cas sur leur intelligence artificielle, même si nous en avait déjà dit pas mal pendant la dernière conférence destinée aux développeurs. Là je pense qu'on va avoir 2-3 exemples pratiques de ces nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver a priori plutôt début d'année 2025 en Europe, et qui vont peut-être arriver avant la fin de l'année aux États-Unis, mais en tout cas dans nos contrées ce sera pas tout de suite. Ensuite, on passe à la prochaine nouvelle qui concerne l'équipe de Alpha Proteo, qui a présenté un système d'intelligence artificielle capable de concevoir des protéines qui se lient efficacement à des molécules cibles. Donc, Alpha Proteo, c'est une des équipes de l'entreprise DeepMind, qui est l'une des entités de Google qui s'occupe uniquement des intelligences artificielles. Et donc, cette nouvelle intelligence artificielle et ce nouveau système, il pourrait accélérer des avancées dans la conception de médicaments, la compréhension des maladies et le développement de biosenseurs. Alpha Proteo a montré des résultats prometteurs, générant des protéines se liant à des cibles variées, notamment la protéine VEGF-A, liées au cancer et aux complications du diabète. Les protéines conçues par Alpha Proteo affichent des taux de succès et des affinités de liaison jusqu'à 300 fois supérieurs aux méthodes existantes.
Validé par des laboratoires externes, le système a montré son potentiel pour prévenir des infections par des virus comme le SARS-CoV-2. Cependant, Alpha Proteo rencontre encore des défis sur certaines cibles complexes indiquant des domaines d'amélioration futurs. Et voilà, a priori comme ça paraît pas forcément être une news incroyable. On se dit, bon ok, super, il génère des protéines, mais il ne faut pas oublier que c'est des choses qui peuvent représenter des avancées extrêmement importantes dans le domaine de la médecine. Ça me fait penser par exemple à la protéine CRISPR-Cas9, hein, qui est une protéine qui nous a permis de découper l'ADN humain, et grâce à cette protéine, on a pu faire énormément de choses. Ça a permis, il y a eu une véritable explosion de papiers de recherche suite à la création de cette protéine, puisque ça permet d'avoir en fait, on pourrait imaginer une paire de ciseaux qui permet de découper l'ADN exactement où on veut, pour isoler certaines parties, et puis pour pouvoir du coup derrière modifier certaines parties de l'ADN. Et voilà, derrière, ça permet de faire énormément de recherches par rapport à ça. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. Hein. L'idée, c'est d'avoir des protéines qui peuvent être générées et qui vont pouvoir typiquement aller uniquement se coller à certaines autres protéines, ou se coller uniquement à certains types de bactéries, certains types de virus. Et c'est ça qui va pouvoir permettre de faire derrière des avancées en médecine via des médicaments ou autres. Et voilà, je pense que c'est quelque chose de très très pertinent, sachant que un problème qu'on a régulièrement, et c'est pour ça je pense que vous avez dû entendre à l'époque le jingle les antibiotiques c'est pas automatique, hein, c'est que sur les infections bactériennes, elles ont la possibilité de résister à tous les médicaments, tous les antibiotiques qu'on connaît. En fait, si on a une infection bactérienne, on va proposer un antibiotique, on va dire classique quoi. Et le problème c'est qu'on a certains pays dans lesquels les antibiotiques qui sont plus difficiles normalement à obtenir, qu'on va avoir par exemple en Europe, on aura accès à ces antibiotiques uniquement à l'hôpital, et ils sont pas disponibles facilement. Il y a certains pays, notamment dans des pays d'Afrique, où ils sont disponibles sur un marché noir en fait, où on peut acheter en fait n'importe quel type d'antibiotiques. Et le problème c'est que les personnes se retrouvent à utiliser ce type d'antibiotiques pour des maladies qui sont qui sont pas entre guillemets mortelles, des infections bactériennes, voire même des infections virales qui sont pas forcément très graves. Et le problème c'est que derrière, les bactéries génèrent une résistance à ces antibiotiques, et des antibiotiques on n'en a pas une liste infinie. Et donc si on se retrouve à avoir utilisé tous les antibiotiques possibles sur une personne qui a une infection via une bactérie, on peut se retrouver à tout simplement ne plus avoir d'options, et donc ne plus avoir d'antibiotiques disponibles, et donc forcément avoir une personne qui décède des suites de cette infection bactérienne. Et ça c'est un véritable problème, hein, et alors j'ai pas les chiffres exactement, mais je sais que c'est quelque chose qui est en augmentation dans le monde. Et typiquement, l'intelligence artificielle pourrait aider dans ce domaine, puisque on pourrait générer peut-être trouver de nouveaux médicaments qui pourraient du coup nous permettre d'avoir des solutions qui, elles, résisteraient, qui pourraient du coup combattre des infections bactériennes de bactéries qui résistent à tous les autres antibiotiques. Donc voilà, encore une recherche assez intéressante. DeepMind, je trouve qu'ils sortent énormément de recherches impressionnantes, en particulier sur le thème de la médecine. Je pense qu'on verra les conséquences de toutes ces recherches plutôt dans un horizon un peu plus long, d'ici peut-être 5 ans, d'ici peut-être 10 ans, mais je pense que quand on reviendra un peu en arrière, on se dira mais incroyable quoi, toutes ces recherches que DeepMind a pu sortir ont permis de faire énormément d'avancées. DeepMind notamment, faut pas oublier qu'il s'allie souvent avec d'autres universités. Voilà, en tout cas, on va passer à la news suivante qui concerne cette fois-ci Nvidia. Donc Nvidia, ils ont beau avoir vendu beaucoup de GPU à XAI et à d'autres entreprises, leur action, elle a chuté de 9,5% en une nuit, effaçant 279 milliards de dollars de la valeur marchande que l'entreprise avait. C'est une baisse record, c'est la plus grosse baisse qu'il n'y ait jamais eu sur les marchés américains. L'ancien record, je crois, qui était détenu par Facebook. Et cette baisse, elle est a priori notamment due au fait qu'il y ait une enquête actuellement antitrust du Department of Justice américain. Et effectivement, cette enquête antitrust, elle inquiète un petit peu les investisseurs, puisque a priori, Nvidia, qui est actuellement en train de dominer le marché des pucières, avec 88% des parts de marché, aurait peut-être eu des concurrences,
des actions en fait déloyales du point de vue de la concurrence. On a entendu des rumeurs notamment de personnes qui expliquaient que si on décidait de travailler avec un autre fabricant, notamment AMD, l'un des concurrents d'NVIDIA, NVIDIA tout simplement refusait de livrer les GPU NVIDIA, où voilà, ils faisaient traîner les commandes, ou en tout cas on n'arrivait pas à avoir ce qu'on voulait. Et c'est vrai que le problème c'est que c'est un petit peu les seuls en ce moment sur le marché des GPU qui permettent d'entraîner les intelligences artificielles. Même si voilà, il y a des concurrents qui essaient d'être là, pour l'instant c'est vraiment eux qui ont le monopole. Et donc quand une nouvelle entreprise veut se lancer et veut générer un modèle, on a vu ça avec la news de XAI, ils ont vraiment besoin de GPU NVIDIA, et donc forcément si NVIDIA met des conditions un petit peu entre parenthèses, voilà, fait un petit peu du chantage ou autre, les entreprises elles sont un petit peu obligées de se plier à tout ça. Donc on verra un petit peu comment l'enquête antitrust sortira des informations de tout ça, et s'il y a vraiment un sujet ou non. Mais en tout cas, c'est l'une des choses qui a causé la baisse, avec aussi des problèmes a priori de retard de production dans la nouvelle série de puces Blackwell, qui est la nouvelle série qui remplace les modèles actuels qui sont les modèles Maxwell, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas du tout sûr. Donc en tout cas, malgré cette chute, Nvidia reste en hausse de 124% sur l'année, donc voilà, je pense que ça reste quand même un investissement qui était intéressant pour ceux qui ont acheté en début d'année. Ensuite, on a une news qui concerne la SSI. Donc, SSI, c'est pour Safe Super Intelligence. C'est une entreprise dont on avait parlé il y a un petit moment quand elle avait été créée. Et donc, c'est une startup qui a été fondée par Ilya Sutskever, qui est l'ancien scientifique d'OpenAI, qui est un ancien d'OpenAI qui s'occupait notamment justement de la partie s'assurer que l'intelligence artificielle reste sécurisée. Surtout si on parle d'intelligence artificielle générale, etc. Et qu'il s'occupait notamment de la partie alignement, donc s'assurer que l'intelligence artificielle est toujours alignée avec les intérêts des humains. Et donc cette startup, elle a levé $1 milliard pour développer des systèmes d'IA surpassant les capacités humaines. Donc vraiment, leur objectif, c'est de faire une intelligence artificielle générale, un petit peu comme OpenAI, mais avec cette astérix supplémentaire où là, eux, ils veulent vraiment se concentrer aussi sur l'alignement de l'IA, quitte à aller peut-être moins vite que OpenAI. Et c'est d'ailleurs une des choses qui avait créé le désaccord entre Ilya et Sam Altman. Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'il y avait eu pendant le drama qu'il y avait eu avec OpenAI, où Sam Altman s'était fait virer de son entreprise, et puis finalement, il était revenu dans l'entreprise après 3 jours. Donc, cette entreprise, elle a été fondée en juin 2024, avec Daniel Gross et Daniel Levy, et elle est déjà valorisée à $5 milliards. L'entreprise utilisera ses fonds pour renforcer sa puissance de calcul et recruter des talents, et donc elle vise à développer des solutions IA alignées avec la sécurité et prévoit de consacrer plusieurs années à la recherche avant de lancer des produits sur le marché. Et là, je trouve ça assez fou, puisqu'au final, on a une entreprise qui veut prendre son temps, qui est valorisé du coup à $5 milliards et qui aujourd'hui n'a que 10 employés. Donc ils ont 10 employés, aucun produit, ils ont encore pas fait grand chose a priori, et ils ont réussi à être valorisés $5 milliards et à lever $1 milliard. Donc c'est assez fou, ça donne un peu une idée de la quantité d'argent qu'il y a actuellement sur le marché des intelligences artificielles. Donc voilà, on a beau voir que Nvidia est une entreprise qui a baissé un petit peu au niveau de sa valorisation, je pense que les intelligences artificielles intéressent encore énormément les investisseurs et qu'on n'est pas prêt d'en voir la fin pour l'instant. La prochaine news concerne un homme qui a été arrêté pour fraude, et en fait il a tout simplement utilisé l'intelligence artificielle pour générer l'équivalent de $10 millions de revenus musicaux avec des chansons qui ont été créées par IA. Donc comment il a fait ? En fait, il a créé des milliers de chansons qui étaient sur Spotify, Apple Music, Amazon, etc. Et il avait environ 10 000 faux comptes qui étaient en train d'écouter en boucle ces nouvelles chansons qu'il créait. En plus de ça, il crée des chansons qui étaient assez courtes, donc pour optimiser un petit peu son processus. Et donc ça lui permet de gonfler artificiellement les écoutes de chacune des chansons, et d'ainsi de toucher des royalties sur les revenus de streaming de chacune de ces chansons, avec des milliers d'artistes qu'il avait créés, puisqu'il générait les musiques, et il avait généré aussi du coup les plusieurs artistes pour essayer de démultiplier un maximum ses revenus.
Et il aurait du coup récupéré jusqu'à 10 millions de dollars en utilisant cette technique. Donc voilà, on se retrouve avec un nouveau type de fraude, hein. On verra un petit peu donc comment ce sera jugé, mais en tout cas voilà, il fait face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, avec une peine possible de 20 ans de prison, s'il est reconnu coupable. La prochaine news concerne l'application MyDrama, qui a été développée par la startup ukrainienne Holywater, et elle lance des chatbots IA pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec des personnages de ces séries. Avec déjà 30 séries disponibles et 1 million d'utilisateurs, l'application propose désormais aux spectateurs de converser avec des personnages issus de ces séries romantiques. Ces chatbots inspirés des succès de Character.ai renforcent une immersion en posant des questions sur l'intrigue et mesurant la confiance des personnages envers les utilisateurs. Holywater prévoit également d'ajouter des options de vidéo et de chat vocal. MyDrama compte publier 100 titres d'ici la fin de l'année et étendre son IA à une app autonome, My Imagination, permettant aux utilisateurs de créer leurs propres personnages. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant. C'est que voilà, maintenant on se retrouve avec la création d'un univers qui serait voilà, un univers de série ou autre, avec la possibilité en plus de discuter avec chacun des personnages de cet univers, avec un système de chatbot. Et voilà, ça au début c'est la base, hein, c'est juste de faire du texte, mais derrière on pourrait le faire aussi également en vidéo et aussi en chat vocal. Et imaginez si vous pouvez discuter avec une intelligence artificielle d'un sujet dans la série. Ça permettrait voilà, potentiellement de se plonger un petit peu plus dans l'univers, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a un petit peu donné l'idée du sujet de la semaine. Mais avant de passer au sujet de la semaine, on va faire un petit passage sur l'IA de la semaine. Et donc, cette semaine, j'aimerais vous parler juste de Claude. Donc Claude qui est l'un des gros concurrents dans les large language models qui concurrence du coup OpenAI avec ChatGPT, et donc je me suis pas mal servi de Claude récemment, que je trouve quand même assez performant, et notamment sur la partie développement. Donc j'ai essayé de développer une petite application vraiment basique en HTML5 avec Claude, et c'est hyper impressionnant. Il est vraiment capable de lancer du code avec juste une simple commande, et surtout avec sa nouvelle fonctionnalité donc Artefact, il peut générer le code et derrière tout de suite le jouer entre guillemets, enfin en tout cas faire une démonstration de ce code là. Et donc avec ça vous pouvez très facilement générer une petite page web en HTML5, générer un petit jeu en HTML5. Enfin, on peut faire des choses assez impressionnantes avec des prompts très très simples, et donc ça permet vraiment d'avoir accès à normalement quelque chose où il faudrait apprendre le code et le développement. Là vous pouvez vraiment développer des choses sans écrire une seule ligne de code, et donc je trouve ça vraiment assez impressionnant. Et l'autre chose concernant Claude, alors ça c'est plus pour la partie entreprise, mais ils ont ouvert une nouvelle offre qui est une offre dédiée aux entreprises et qui permet d'avoir un contexte de 500 000 tokens. Et ça je trouve ça vraiment pas mal, parce que c'était l'un des défauts que je trouvais à Claude, c'est qu'aujourd'hui il a un contexte, si je dis pas de bêtises, de 128 000 tokens, et c'est un petit peu court. Et 500 000 tokens ça me paraît vraiment pas mal, sachant que Gemini lui monte à 2 millions, donc ce qui est vraiment énorme, mais personnellement je suis très rarement arrivé à plus de 500 000. 500 000 c'est déjà vraiment costaud, ça va être un document de 400 pages, ça va être vraiment déjà des choses qui sont vraiment assez costauds. Je crois que par exemple un podcast d'une heure, ça représente même pas 100 000 tokens, quoi, donc sur Gemini en tout cas. Donc c'est vraiment un très gros nombre de tokens, plutôt destiné aux entreprises, mais je pense que ça permet de faire des choses bien plus élaborées, et voilà, d'avoir la capacité aussi de Claude de récupérer des informations qui proviennent de l'entreprise et qui permettent du coup d'avoir des choses un peu plus personnalisées. Donc on verra un petit peu si Claude réussit à conquérir un peu plus de nouveaux utilisateurs avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc voilà, après c'était tout pour le sujet de l'IA de la semaine. J'ai pas eu le temps je voulais travailler un petit peu sur la génération d'images, j'essaierai de le faire plutôt pour la semaine prochaine, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui sont actuellement disponibles, avec notamment le modèle Flux, et je voudrais vous faire une petite démo et peut-être un petit tutoriel sur comment se servir de ces nouveaux modèles de génération d'images. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, pour me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas, comme ça je pourrais en parler lors d'un prochain épisode.
Salut Josh. Alors cette semaine, dans la partie actualité, on a parlé d'une entreprise qui avait généré un système de chatbot qui permet de discuter avec des personnages des séries que l'entreprise propose. Et donc ça permet d'avoir un peu un univers un peu plus persistant, d'avoir une expérience plus personnalisée, de discuter avec chacun des personnages, de l'intrigue, etc. Et peut-être même que l'entreprise pourrait proposer un système où, si on discute suffisamment avec certains des personnages, on a un contenu alternatif au contenu de base. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses à créer là-dessus. Et ça me fait penser un petit peu à tout ce qui pourrait être possible grâce à l'intelligence artificielle en termes de personnalisation du contenu pour les utilisateurs. Et donc je voulais voir avec toi un petit peu, est-ce que tu vois comment tout ça pourrait évoluer dans le futur et comment la personnalisation du contenu grâce aux intelligences artificielles pourrait changer les choses. Ah, super sujet. Ce que tu décris, c'est vraiment l'un des points forts où l'intelligence artificielle peut avoir un impact énorme sur la manière dont on consomme du contenu. L'idée de discuter avec des personnages de série ou même d'influencer l'intrigue en fonction de nos interactions, ça pousse vraiment la personnalisation à un autre niveau. On sort du modèle classique « je regarde, je consomme » pour entrer dans une forme d'expérience interactive où l'utilisateur devient un acteur du récit. Dans le futur, je pense que cette tendance de personnalisation, grâce à l'intelligence artificielle, va se renforcer et se diversifier dans plusieurs directions. Personnalisation narrative. D'abord, l'intelligence artificielle pourrait permettre aux créateurs de contenu de générer des scénarios alternatifs ou des branches d'histoire en temps réel, en fonction des choix et des interactions des utilisateurs. Par exemple, si tu discutes souvent avec un personnage, il pourrait te révéler des aspects de l'histoire que tu ne verrais pas autrement. Cela pourrait aussi changer ton expérience en fonction de tes préférences ou même de ton humeur du moment. Une forme de storytelling évolutif, unique pour chaque personne. Univers persistant et interactif. Les univers de séries pourraient devenir de véritables espaces vivants. Imagine une série où, même après avoir terminé l'épisode, tu peux toujours discuter avec les personnages et explorer davantage cet univers. Ou bien où les personnages évoluent en fonction de tes interactions. Cela crée une immersion profonde et un sentiment de connexion avec l'histoire. L'intelligence artificielle pourrait moduler ces interactions pour que chaque utilisateur ait l'impression que l'histoire est construite autour de lui. Contenu dynamique et flexible. Un autre point très intéressant, c'est la génération de contenu dynamique. Les plateformes pourraient analyser tes goûts à travers tes interactions, que ce soit avec les personnages ou dans la manière dont tu consommes du contenu, et te proposer des contenus ajustés en fonction de ses préférences. Tu pourrais avoir des épisodes où certaines scènes sont modifiées pour coller à ceux que tu apprécies, ou carrément du contenu inédit qui se débloque parce que tu as eu certaines conversations avec des personnages. Cela pourrait donner lieu à des histoires cachées que seul un pourcentage restreint des utilisateurs découvrirait, ce qui renforcerait l'engagement. Interaction multi-utilisateur. Il y a aussi la possibilité d'amener des expériences où les interactions avec les personnages changent non seulement en fonction de toi, mais aussi des autres utilisateurs. Imagine une intrigue où les choix et les conversations d'autres spectateurs influencent l'univers que toi, tu explores. Cela pourrait donner une dimension sociale au contenu, créant une sorte de méta-histoire collective façonnée par les décisions d'une communauté. Défis et limites. Bien sûr, il y a des défis techniques et créatifs. Il faut que l'intelligence artificielle soit suffisamment bonne pour maintenir la cohérence de l'intrigue et des personnages tout en offrant cette flexibilité. Le risque, sinon, c'est de se retrouver avec des réponses génériques ou qui ne collent pas à la personnalité d'un personnage. Il y a aussi le risque d'une trop grande personnalisation qui pourrait éloigner certains spectateurs car ils n'auraient pas tous la même expérience, ce qui pourrait fragmenter les discussions autour des œuvres. En résumé, l'intelligence artificielle permet d'imaginer un futur où le contenu n'est plus figé. Il devient malléable, interactif et conçu pour répondre aux goûts et aux actions de chaque utilisateur. Cela pourrait vraiment révolutionner notre manière de consommer des séries, des jeux et même des films. Les frontières entre spectateurs et créateurs pourraient s'effacer de plus en plus jusqu'à ce qu'on devienne presque des co-créateurs d'univers. Tu en penses quoi, toi ? Alors merci Josh pour ce premier point, je trouve ça hyper intéressant. Et moi tout ça me fait penser à un sujet, c'est une étude dont je crois qu'on avait parlé dans un épisode qui s'appelle Echo Chamber on Facebook. C'est une étude qui avait été faite sur Facebook
qui montrait qu'il y avait un effet où les personnes qui passaient du temps sur le réseau se retrouvaient à être un petit peu dans une chambre d'écho où elles retrouvaient du contenu qui reprenait leurs avis politiques, leurs avis de façon générale, et donc on se retrouvait à être un petit peu dans une bulle isolée et avoir du contenu qui nous plaît. L'algorithme met en avant le contenu qui nous a déjà plu par le passé, et donc du coup on se retrouve un petit peu dans une chambre d'écho à voir tout le temps les mêmes choses. Et donc je me dis qu'avec ce système de personnalisation du contenu par IA, est-ce qu'on se retrouverait pas potentiellement avec le même problème et à avoir un contenu qui serait un contenu fait uniquement pour nous, mais qui du coup nous fermerait un petit peu sur les autres possibilités dans le monde, et qui pourrait du coup aussi peut-être être utilisé d'une certaine façon pour nous garder, nous maintenir dans une certaine vision du monde, dans une certaine façon de voir les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dessus? Ah, là tu touches à un point vraiment crucial. Ce que tu décris, c'est effectivement le phénomène des chambres d'écho ou des bulles de filtre, et c'est un sujet très préoccupant, surtout dans le contexte des réseaux sociaux et des algorithmes de recommandation. L'étude dont tu parles sur Facebook montrait bien que les utilisateurs étaient de plus en plus exposés à du contenu qui correspondait à leurs croyances et opinions préexistantes. Cela finit par renforcer les biais et créer un environnement où l'on n'est exposé qu'à des perspectives qui nous confortent, ce qui limite notre vision du monde. Dans le cas de la personnalisation, via des intelligences artificielles, comme pour les chatbots avec lesquels tu pourrais interagir dans des univers narratifs ou dans n'importe quel autre contenu personnalisé, il y a effectivement un risque similaire. Si l'algorithme base son contenu sur tes préférences et tes interactions passées, tu pourrais te retrouver dans une sorte de bulle où tu ne vois que des histoires ou des personnages qui confirment tes goûts, tes croyances ou tes idées du moment. Cela pourrait non seulement limiter ton ouverture à d'autres styles d'histoires ou d'idées, mais aussi potentiellement renforcer certains biais cognitifs. Quelques aspects à considérer. Premièrement, renforcement des biais personnels. Si une intelligence artificielle te propose du contenu en fonction de tes préférences passées, elle pourrait renforcer certains traits ou croyances en t'exposant uniquement à des points de vue qui te plaisent. Cela peut fonctionner très bien pour du divertissement, mais dans des domaines plus critiques, comme l'information ou l'éducation, cela pourrait être problématique. Cela limiterait ton exposition à des idées nouvelles ou contraires. Deuxièmement, homogénéité des expériences. Le fait d'être constamment nourri par du contenu personnalisé pourrait créer une homogénéité dans les expériences, ce qui rendrait les discussions sociales moins enrichissantes. Si tout le monde interagit avec une version différente de la même histoire ou du même univers en fonction de ses préférences, cela pourrait rendre les conversations et les échanges entre les fans ou les utilisateurs moins intéressants, car chacun vivrait une expérience unique et potentiellement très éloignée des autres. Troisièmement, manipulation subtile. Comme tu le mentionnes, il y a aussi le risque de manipulation. Si une entreprise contrôle les algorithmes qui personnalisent ton contenu, elle pourrait utiliser CES System pour influencer subtilement tes opinions ou tes comportements. Cela pourrait aller d'une simple incitation à acheter certains produits jusqu'à un conditionnement idéologique, comme on l'a déjà vu sur certains réseaux sociaux avec la polarisation politique. Ce serait une nouvelle forme de pouvoir où l'algorithme décide de la manière dont ton monde est façonné. Quelques solutions potentielles? Pour éviter ce genre de dérive, il y a certaines pistes à explorer. Diversité algorithmique. Les systèmes d'intelligence artificielle pourraient être conçus pour introduire volontairement de la diversité dans les contenus qu'ils proposent, de sorte que les utilisateurs soient exposés à des points de vue ou des expériences différentes de leurs préférences habituelles. Cela pourrait être quelque chose de programmé dans l'algorithme pour casser l'effet de chambre d'écho. Contrôle utilisateur. Offrir aux utilisateurs plus de contrôle sur leur personnalisation. Par exemple, tu pourrais avoir la possibilité de choisir des options pour diversifier les types de contenus ou d'interactions que tu veux explorer. Cela te permettrait de sortir de ta zone de confort si tu le souhaites. Transparence des algorithmes. Plus de transparence sur le fonctionnement des algorithmes qui créent ces expériences personnalisées pourrait également aider. Si les utilisateurs comprennent comment et pourquoi certains contenus leur sont proposés, ils pourraient être plus conscients des biais éventuels et choisir d'élargir leur horizon. Utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Enfin, il est crucial que les entreprises qui développent ces systèmes fassent preuve de responsabilité éthique. Elles doivent veiller à ce que leurs algorithmes ne renforcent pas excessivement les biais ou ne limitent pas la diversité des expériences. Cela pourrait être assuré par des régulations ou des audits éthiques des algorithmes. En résumé, la personnalisation par l'intelligence artificielle offre un potentiel énorme pour des expériences plus immersives et sur mesure, mais elle comporte aussi des risques importants en matière de diversité et de manipulation. Si ces systèmes ne sont pas conçus avec soin,
on pourrait facilement tomber dans une version nouvelle et améliorer des chambres d'écho numériques. Donc effectivement, Josh, c'est vrai que tu proposes des solutions qui pourraient être mises en place pour éviter ce genre de problème. Mais bon, je pense que c'est des vraies questions qu'il va falloir se poser avec ce nouveau type de choses qui pourrait arriver. Et ça m'a fait un petit peu penser tout ça à une autre chose qui est assez importante, c'est tout simplement l'usage qu'on peut avoir aujourd'hui des réseaux sociaux, notamment avec nos smartphones. Et je pense que le fait qu'on ait un contenu qui soit, grâce aux algorithmes, personnalisé pour avoir quelque chose qui nous plaît le plus possible, mais qui va aussi jouer sur le fait qu'on a envie d'y retourner un maximum de fois, on a un risque avec l'intelligence artificielle où maintenant on pourrait avoir du contenu qui serait généré par des intelligences artificielles et qui serait à l'infini un contenu qui nous plairait entre guillemets, et on se retrouverait à passer encore plus de temps sur les réseaux sociaux. Déjà que le temps passé sur les réseaux sociaux est assez énorme, et donc du coup j'ai pris quelques chiffres. Donc là c'est une étude qui date d'octobre 2023 qui a été faite aux États-Unis sur les adolescents de 13 à 17 ans et qui montre par exemple que les adolescents utilisent tous les jours, donc vraiment tous les jours, YouTube à 71%, donc il y a 71% des adolescents de 13 à 17 ans qui utilisent YouTube tous les jours. TikTok c'est 58%, Snapchat 51%, Instagram 47% et Facebook 19%. Et par exemple, si on prend l'exemple de YouTube, il y a 38% des adolescents qui ont répondu qu'ils utilisaient YouTube plusieurs fois par jour. Et il y en a 16% qui ont même expliqué qu'ils utilisaient YouTube quasiment tout le temps. Et sur TikTok, c'est 17%. Donc c'est assez intéressant puisqu'il y a moins d'utilisateurs de TikTok, mais les utilisateurs de TikTok sont encore plus accros, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque, puisque TikTok, c'est un petit peu les rois du doom scroll. On commence à regarder quelque chose et puis on continue. Et on finit par perdre des heures sur le réseau social. Et justement, en parlant d'heures d'utilisation, j'ai pris une autre étude, donc cette fois-ci, qui date de 2023, fin 2023, qui analyse les jeunes de 16 à 25 ans en France. Et donc sur cette population de jeunes, il y a 12% en 2022 des jeunes donc de 16 à 25 ans qui passaient plus de 5 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Non, pardon, par jour. Ah oui. 5 heures par semaine, à la limite, on pourrait dire, ça passe plus ou moins. Même si je pense que personnellement, je suis assez loin de ça. Là, c'était 5 heures, plus de 5 heures par jour. Donc c'est assez impressionnant. Donc 12%, plus de 5 heures par jour. Et en 2023, c'est passé de 12 à 18%. Donc on avait 18%, donc presque un cinquième des jeunes de 16 à 25 ans, qui passaient plus de 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Si on prend entre 3 et 5 heures, ce qui me paraît déjà énorme, par jour encore une fois, 3 et 5 heures d'utilisation des réseaux sociaux par jour. En 2022, on était à 40% des 16-25 ans, et là, on est passé à 45% en 2023. Donc j'ai pas les chiffres pour 2024, et j'espère que je trouverai une autre étude qui parlera de ça en fin d'année. Mais voilà, je trouve ça vraiment... je pensais pas que c'était autant. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Mais voilà, 45% des jeunes qui passent 3 à 5 heures sur les réseaux sociaux. Donc j'en profite pour vous poser la question. Vous, combien de temps vous passez par jour sur les réseaux sociaux ? Voilà, sachant que si on prenait la stat pour ceux qui passent moins d'une heure par jour, ils étaient 12% en 2022 et ils ne sont plus que 9% en 2023. Donc ça veut dire qu'on a 90% des 16-25 ans qui passent plus d'une heure par jour sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je serais intéressé de savoir de votre côté combien de temps vous y passez, si aussi vous pensez que c'est un problème ou pas. Donc moi je pense que forcément on va voir des conséquences avec tout ça, parce que les algorithmes de ces réseaux sociaux sont faits pour qu'on ait du mal à y échapper, entre guillemets, et voilà, il joue sur le fait que notre cerveau il n'est pas énormément évolué, et qu'il ait été adapté pour un environnement qui est très différent de notre environnement d'aujourd'hui. On a un cerveau qui à la base était fait pour aller chasser et cueillir dans la savane, et qu'aujourd'hui on se retrouve face à des ordinateurs, des téléphones et autres qui jouent sur des biais cognitifs, sur des biais de notre cerveau, sur la dopamine, etc., et sur plein de choses comme ça, et qui nous retrouvent, qui en jouant là-dessus nous feront passer énormément d'heures, énormément de temps là-dessus. Donc voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de conclure l'épisode là-dessus. Voilà, je pense que le podcast est un format qui a encore de bonnes heures devant lui, puisque ça permet d'avoir à la fois du contenu qu'on peut
écouter et voilà, apprécier tout en ne passant pas énormément de temps sur un écran et en faisant d'autres choses dans la vraie vie. Hein. Donc moi par exemple j'adore écouter mes podcasts en allant faire du sport. Donc je sais pas pour vous aussi, hein, ça m'intéresserait de savoir de votre côté dans quelle situation vous écoutez le podcast. Mais voilà, pour ceux qui sont restés sur la fin, voilà, vous aurez eu cette petite info sur l'utilisation des réseaux sociaux en France. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas vraiment à me faire des retours. Je serai très curieux d'avoir votre avis sur tous ces sujets-là. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!